Donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, dans cette séance, nous allons faire la suite de ce que nous avons présenté lors de la dernière séance. Donc, avant de commencer, je fais un petit rappel. Donc, nous étions en train d'exposer le contenu du premier axe principal de ce chapitre 2 sur les causes historiques de l'impérialisme. Donc, j'ai souligné lors de la séance précédente qu'il y a 4 principales causes historiques, donc selon bien sûr les auteurs spécialistes dans ce domaine. La baisse du taux de profit, donc, que nous avons présenté lors de la dernière séance. Il reste 3 autres causes historiques, la concentration et la centralisation des capitaux, les crises de surproduction, bien sûr qui sont venues suite à la performance donc, du système industriel dans les pays donc, qui ont connu la révolution industrielle, puis la politique protectionniste ou le protectionnisme adopté par les pays principalement de l'Europe occidentale pour se protéger donc des effets des crises et du contexte historique de la fin du XIXe siècle. Donc nous avons déjà présenté tout ce qui est en liaison avec le petit axe 1. Maintenant, on va présenter la deuxième cause historique, la concentration et la centralisation du capital ou des capitaux par cause watamarkoz al-Rassani. Donc la question qui se pose, comment ce facteur est considéré comme cause historique donc, de l'impérialisme. Donc en ce qui concerne ce facteur, donc pour devenir très puissante, les entreprises capitalistes se concentrent à travers 2 formes, la centralisation et la concentration. Je tiens à rappeler ce que j'ai dit à la fin de la séance dernière, ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire aux alentours de 1880, tous les changements qui ont eu lieu durant les 20 dernières années du XIXe siècle. Donc il y a des concurrences entre les grandes entreprises, les grandes institutions, les grandes organisations, que ce soit pour accaparer des grandes parts des marchés, que ce soit pour contrôler l'ensemble de la filière de A à Z. Ce qui a donné ce comportement chez les entreprises, c'est-à-dire le comportement de concentration et de centralisation. Il y a aussi des contextes de crise. Donc les contextes de crise viennent du fait que la plupart des pays européens occidentaux, les pays capitalistes, ont atteint un certain niveau de satisfaction de leurs besoins. Du coup, on cherche des solutions à ces problèmes. On va parler un peu plus tard des problèmes de crise de surproduction et on va parler un peu plus tard de la question de protectionnisme ou la politique protectionniste qui a eu lieu durant différentes périodes du XIXe siècle. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par la concentration et qu'est-ce qu'on veut dire par la centralisation? Donc la concentration veut dire le renforcement de la puissance financière des entreprises via le réinvestissement des bénéfices, c'est-à-dire l'accroissement du capital social de ces entreprises. Donc ça, c'est un comportement qui a été très courant chez les organisations et les entreprises. En fin d'année, lorsque nous avons le bilan de fin d'année, donc on a une partie, on a donc des bénéfices au niveau des résultats, donc on prend des décisions
donc le conseil d'administration de ces organisations, il prend des décisions, soit de distribuer donc ce bénéfice sur les actionnaires, soit de prendre des décisions de le réinvestir, de le rajouter dans le capital de l'entreprise, soit totalement, soit partiellement. Donc c'est ça la concentration d'entreprise. C'est le renforcement de la puissance financière des entreprises via le réinvestissement des bénéfices. Alors que la centralisation, quant à elle, veut dire la fusion, absorption ou l'absorption ou fusion-absorption de plusieurs entreprises pour donner naissance à une seule grande entreprise. Si par exemple on a dans un secteur particulier plusieurs entreprises dans lesquelles il y a quelques-unes qui sont en concurrence, donc pour qu'ils soient bénéficiaires ensemble des conditions donc, du marché, ils sont parfois amenés à faire des fusions entre elles. Donc l'exemple que nous avons vécu au niveau donc, de l'économie marocaine, c'est la fusion entre la Banque commerciale du Maroc, la BCM, la Banque commerciale du Maroc, et Wafa Bank. Donc ces deux banques marocaines se sont fusionnées et ils ont donné naissance à un groupe bancaire le plus important actuellement au niveau national, qui est Tijari Wafa Bank. Donc là, c'est une sorte de centralisation entre les deux institutions bancaires. العناصر التي سبق أن قدمنا بالفرنسية تأتي في السياق العام والتاريخي ديال نهاية القرن التاسع عشر، أي أن الشركات الرأسمالية لكي تصبح جد قوية خاصة خلال مرحلة الرأسمالية الاحتكارية ولكي تصبح عملاقة تلجأ إلى عمليتين مختلفتين، إما عملية تركز أو عملية تمركز. إذن عملية التركز تعني ماذا؟ تعني الرفع من القوى المالية للشركات وذلك عن طريق إعادة استثمار الأرباح. الشيء الذي أشرت إليه قبل قليل في نهاية السنة تكون عندنا واحد الحصيلة ان بيلون، وهذاك البيلون تنتفقوا عليه في المجلس الإداري للمؤسسة، هل سيتم توزيع هذه الأرباح أم سيتم إعادة استثمارها لكي تصبح الشركة جد قوية. دونك هنا نحن في عملية التركز يعني الرفع من القوة المالية للشركات وذلك عن طريق إعادة الاستثمار الأرباح، لو réinvestissement des bénéfices، أي الرفع من الرأسمال الاجتماعي لهذه المقاولة. التمركز عكس ذلك يعني عملية انصهار ابتلاع، la fusion-absorption de deux ou plusieurs entreprises qui généralement opèrent dans le même secteur d'activité. لتصبح شنو هو الهدف؟ هو أن تصبح المقاولة واحدة وأكبر حجم. كل هذه العمليات عندها هدف، عندها أسباب رئيسية معينة، هو السياق التاريخي نهاية القرن 19، وعندها كذلك أسباب مرتبطة بالجانب المالي. لماذا؟ لأن العدد تاع الشركات في هذه المرحلة تلجأ إلى إدخال التقنيات والتكنولوجيا على مستوى أنظمة الإنتاج، وهذه العملية مكلفة وبالتالي تصبح في حاجة ماسة إلى الأموال أو مزيد من الأموال أو رؤوس الأموال. ثم هناك جانب آخر هو أن المرحلة فيها واحد النوع تاع المنافسة الشرسة وفيها أزمات، وهذه المنافسة الشرسة والأزمات غالبا ما تتطلب التكتل بين هذه الشركات لمواجهة هذا الوضع. إذا نعود ماذا نعني بالتركز؟ C'est quoi la concentration et quelles sont les formes de concentration qui existaient à cette époque? Donc la concentration prend deux formes principales. La concentration horizontale, c'est-à-dire l'entreprise cherche à contrôler une part croissante de la production et du marché d'un produit donné.
Donc là, on est dans une logique de contrôle d'un secteur ou d'un produit donné. Donc la concentration horizontale. L'entreprise cherche à avoir un maximum, une part importante du gâteau. Supposons que c'est ça le marché, n'hésite pas à avoir la partie la plus importante de ce gâteau. Donc c'est l'extension horizontale. Alors que la concentration verticale, c'est-à-dire que l'entreprise cherche à contrôler les opérations successives d'un processus de production allant de la matière première jusqu'à un produit fini. Donc là, on est sur le plan vertical, c'est-à-dire depuis la matière première jusqu'au produit fini. Donc l'entreprise, il essaye de contrôler les différentes étapes de processus concernant un produit X, un produit particulier. Donc, voire même le service qui l'accompagne. Donc l'exemple le plus concret, le plus important à ce propos, c'est bien sûr le cas des fermes pétrolières. الشركات التي تعمل في ميدان البترول أو ميدان النفط. بماذا تقوم؟ تقوم بأعمال التنقيب والبحث والاستكشاف عن المادة، ثم عند تواجد المخزون أو الاحتياطي نفس الشركة تهتم بالاستخراج البرودكسيون، ونفس الشركة تهتم بالتكرير بالنقل من مناطق الاستغلال لإنتاج إلى مناطق التكرير ما يسمى بالمصفات البترولية أو مصفات التصفية، ونفس الشركة تقوم بنقل المنتوج من هذه المصفات إلى مراكز التخزين، ونفس الشركة تقوم بنقل من مراكز التخزين إلى نقط البيع بالتقسيط. بالتالي ملي كنشوفوا على مستوى هذه الشركات، شركة توتال مثلا الفرنسية المختصة في ميدان البترول، il contrôle l'ensemble des étapes et de processus de production de A à Z. Donc on est là dans une concentration verticale. Ce que j'ai dit pour la société de Total Fina française, on peut le dire sur les autres entreprises et fermes pétrolières. إذا قلت قبل قليل بالفرنسية بأن التركز غالبا ما يأخذ شكلين رئيسيين، التركز الأفقي أو التركز العمودي. يعني شيء يعني لتمييز بين هذين النوعين. عندما نتحدث عن التركز الأفقي، الشركة تبحث عن الاستحواذ على أكبر جزء من السوق في هذه المادة التي تختص في الإنتاج ديالها. هي الوضعية التي تسعى من خلالها الشركة أو المقاولة إلى السيطرة على إنتاج مادة معينة، وبالتالي السيطرة على أكبر قسط من السوق الخاص بهذه المادة. عكس التركز العمودي ما قلناه قبل قليل بالنسبة للشركات البترولية، هو الحالة التي تسعى من خلالها الشركة للسيطرة على كل العمليات الخاصة بسلسلة الإنتاج. Les différentes opérations concernant la chaîne de production, de l'exploration jusqu'à la distribution au client final. بما في ذلك الخدمات المرافقة. لذلك الخدمات المرافقة عندما نتحدث عن نقل البترول من منطقة فلانية إلى المصفات، من المصفات إلى مراكز التخزين، من مراكز التخزين إلى وحدات التوزيع، كل هذه عملية النقل والتجارة تدخل في إطار الخدمات les services qui accompagnent ce produit de l'entreprise en question. Donc on a dit قلنا قبل قليل بأن الشركات البترولية هي التي تعتبر نموذج في هذا الإطار. إذن هذه الأخيرة غالبا ما تقوم بأعمال التنقيب، l'exploration sur le pétrole، عملية الاستخراج، la production،
عملية النقل لو ترونسبور عملية التصفية دونك التكرير والتصفية دونك التحويل la transformation que ça soit en carburant ou en produits dérivés منتجات مختلفة وبيعها وتوزيعها donc le commerce et la distribution. Les deux types de concentration, quand on parle des deux types, là on parle de la concentration verticale et la concentration horizontale. Les deux types de concentration horizontale et verticale peuvent se rencontrer dans les grandes entreprises. C'est-à-dire que chez les grandes entreprises, on peut trouver parfois les deux formes, ces deux formes de concentration, qui accaparent la part de lion dans la production d'un secteur donné. Et lorsqu'on a la concentration horizontale et la concentration verticale qui se rencontrent au niveau d'une même grande entreprise qu'on appelle les firmes, on a généralement, ça donne naissance à trois types d'institutions. ثلاثة الأنواع من المؤسسات أو من التنظيمات. Les trusts, les cartels et les holdings. Qu'est-ce qu'on veut dire par chacune de ces institutions? Donc lorsqu'on parle du trust, c'est une institution découlant de l'intégration de plusieurs sociétés sous une seule et même direction. Sous une seule et même direction. Parce qu'on va trouver que la différence entre ces trois types d'institutions, soit un certain nombre d'éléments, soit de garder la personnalité morale, soit de garder la personnalité financière, et ainsi de suite. Donc là, c'est une institution découlant de l'intégration de plusieurs sociétés sous une seule et même direction. Il y a plusieurs entreprises, mais la direction, elle est une. Ces sociétés qui sont regroupées dans ce trust perdent leur indépendance juridique. تفقد الاستقلالية القانونية ومورale. Donc ils perdent leur indépendance juridique et morale. Exemple, General Motors donc aux États-Unis, Nestlé en Suisse et Total, qui s'appelle actuellement Total Fina en France. Donc des entreprises qui opèrent dans des domaines de production très différentes. Donc General Motors, c'est le secteur de l'automobile aux États-Unis. Nestlé, c'est le secteur donc, du lait, donc c'est de l'agroalimentaire. Total Fina, c'est le secteur de pétrole, comme nous l'avons cité auparavant. عفوا. إذا هذا النوعان من التركز اللي أشرنا إليه قبل قليل الأفقي والعمودي قد يلتقيان على مستوى الوحدات الكبرى كما أشرت قبل قليل والتي تسيطر على نسبة مرتفعة من مجموع الإنتاج في قطاع معين. هذاك الشيء علاش ذكرنا قبل قليل على نيستلي les produits de Nestlé au niveau du monde, ça, on les trouve presque partout. Quand on parle de General Motors, donc la puissance donc, de constructeurs américains, quand on parle du produit de Total Fina, la même chose. Donc, تسيطر على نسبة مرتفعة من مجموع الإنتاج في قطاع معين. وتسيطر على كل مراحل الإنتاج أيضا. ويدخل في هذا الإطار ثلاثة أنواع من التنظيمات والمؤسسات. أي عند التقاء نوعين مختلفين من التنظيم الأفقي التركز الأفقي والتركز العمودي تلقاو في ثلاثة أنواع من التنظيمات أو المؤسسات. لي تروست في لي كارتيل وفي لي هولدينغ. ماذا نعني بالتروست؟ هو مؤسسة تنتج عن اندماج عدة مؤسسات تحت إدارة واحدة. L'existence d'une seule direction. Mais ce qui est important, الأهم وينتج عن ذلك فقدان كل مؤسسة لشخصيتها القانونية والمعنوية. La perte de la dépendance, de l'indépendance juridique et morale. من أهم الأمثلة على هذا النوع هناك ثلاثة شركات في ميادين إنتاج مختلفة. جنرال موتورز في الولايات المتحدة الأمريكية والمختصة في قطاع السيارات.
Nestlé بسويسرا والمختصة في قطاع ديال l'agroalimentaire, notamment la production du lait et de ses produits dérivés, وتوتال اللي تتسمى حاليا توتال فينا بفرنسا والمختصة في المواد النفطية أو البترولية وكذلك المواد المشتقة منها les produits dérivés du pétrole. Donc on a vu le trust, بقينا شكلين المواليين, le cartel et le holding. Donc le cartel est né d'un accord entre plusieurs institutions produisant le même produit sur un certain nombre de points. Là, on est dans le même secteur d'activité. La production du même produit. C'est quoi l'objectif du cartel? C'est la fixation d'un prix commun de vente. C'est la répartition des marchés pour éviter les concurrences entre les sociétés qui sont dans le même secteur et qui produisent le même produit. Donc, la solution, ils se regroupent en cartel et ils divisent entre eux les marchés de consommation. Si supposons, on parle d'un cartel dans le domaine du pétrole, donc, comme c'est le cas de l'OPEP, l'organisation d'exportation de pétrole, là, les sociétés, ils essayent de se mettre d'accord sur les prix. Comment ils peuvent se mettre d'accord sur les prix? Bien sûr qu'il y a différents types de pétrole, je ne vais pas entrer dans le détail relatif à cela, mais ils se mettent d'accord sur le niveau de la production ou le volume de production, donc on entend toujours des négociations à ce propos, en maintenant la production dans un niveau particulier, donc les prix du pétrole peuvent se stabiliser. Si jamais il n'y a pas le respect de ces quantités, de ce volume, donc il y a de fortes chances à ce que l'offre soit plus grande que la demande et les prix du pétrole chutent. Donc, on se met en cartel pour fixer donc les niveaux de production, fixer les prix de vente et répartir donc les marchés entre les principales sociétés, afin d'atténuer l'ampleur donc de la concurrence entre elles. Cependant, chaque institution garde son autonomie financière et sa liberté totale sur tout ce qui n'est pas prévu dans l'accord. On se met d'accord sur un certain nombre de points dans le cartel, mais tout ce qui n'est pas spécifié dans l'accord, les entreprises qui forment ce cartel sont libres de prendre de décisions personnelles au niveau de chaque entreprise. Donc l'exemple, par exemple, de ce cartel, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc le PEP, c'est un des exemples. Bien, également, pendant la période des années 80-90, et même début des années 2000, on parlait du cartel de Medellín, en ce qui concerne le contrôle de la drogue, les différents types de drogue, et principalement la cocaïne. Donc, Medellín, c'est une ville donc, en Colombie. Donc, on parlait beaucoup à cette époque du cartel de Medellín. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu une organisation à ce propos pour gérer et pour contrôler donc, ce produit ou les produits de drogue. Le holding, ils sont créés principalement par des banques d'affaires qui achètent les actions d'entreprises industrielles, commerciales ou financières qui suivent par conséquent la stratégie du holding, même si chacune d'entre elles garde son indépendance juridique totale. Donc là, la remarque que j'ai citée tout à l'heure, en ce qui concerne la différence entre les trois types d'institutions, le trust, le cartel et le holding, il concerne de garder cette indépendance juridique et morale, l'indépendance financière et tout cela, et c'est ça qui fait la différence entre ces trois types d'institutions.
Donc l'exemple de ces holdings, on a AXA en France, donc qui est spécialisé donc, dans le domaine des assurances, et on avait donc l'ONA, Omnium nord-africain, au niveau national. قدمنا قبل قليل الشكل الاول من التنظيم اللي هو تروست. الان غنقدموا المضامين بالعربيه المضامين تاع الكارتيل والهولدين. اذا الكارتيل ينتج عن اتفاق عده شركات تنتج نفس الماده على نقاط معينه، لذلك تحدثنا قبل قليل كل ما هو خارج النقاط المتفق عليها تكون فيه الحريه ديال اتخاذ القرار من طرف الشركات المكونه لهذا الكارتيل. ينتج الكارتيل عن اتفاق عده شركات تنتج نفس الماده. تحدثنا قلنا مثلا لو بيب، اذا البترول. تحدثنا مثلا قبيله على ميدلين، لو كارتيل دي ميدلين، لا دروغ، اون دروغ بارتيكوليير. دونك لا، على نقاط معينه، تحديد سعر معين موحد او توزيع الاسواق. شنو هو الهدف من هذا الاتفاق بين هذه الشركات المكونه للكارتيل؟ هو الحد من المنافسه فيما بينها. اذا شركه تنتج البترول في المملكه العربيه السعوديه او في العراق او في منطقه اخرى، ما غاديش تنافس مع فنزويلا في امريكا اللاتينيه باش توزع المنتوج ديالها في المناطق القريبه لامريكا لفنزويلا. تيكون واحد النوع تاع التوزيع تاع المهام. لكن هناك كل مؤسسه تحتفظ بشخصيتها وباستقلالها المالي وبحريتها في كل ما لا يتضمنه الاتفاق. Tous les points qui ne sont pas spécifiés dans l'accord, les entreprises sont libres de prendre leurs propres décisions. أهم مثال هنا بالنسبة للكارتيل هو منظمات الدول المصدرة للنفط لوبيك. الهولدينغ شركات التملك تتسمى كذلك شركات التملك، غالبا ما يتم خلقها من طرف الأبناك وخاصة أبناك الأعمال لي بونك دافير التي تقوم بشراء أسهم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية لتخضعها لإدارتها والاستراتيجيتها، رغم أن كل واحدة منهم أي من هذه الشركات التجارية والصناعية والمالية تحتفظ بكامل استقلالها المالي. Une indépendance, ils gardent complètement leur indépendance financière. أهم أمثلة لهذا النوع من التنظيمات هناك أكسا للتأمينات بفرنسا ومجموعة أونا على مستوى المغرب. تحدثنا على التركز. الآن النوع الثاني من تنظيم la concentration ou la centralisation plutôt, pardon, تمركز. Il résulte de la fusion-absorption de plusieurs entreprises pour donner naissance à une seule grande entreprise. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, on a l'exemple au niveau national. Le phénomène de concentration et de centralisation est né dès la fin du 19e siècle. Je l'ai déjà cité tout à l'heure et précisé. Pourquoi la fin du 19e siècle? Pour un certain nombre de raisons que j'ai déjà précisé. Pourquoi 1880 jusqu'à 1900? D'abord, l'utilisation des nouvelles technologies coûteuses qui demandent beaucoup d'investissement. On est dans une phase très importante où il y a de la concurrence. On est dans une phase où il y a eu beaucoup de changements sur le plan social. Tout ce que nous avons dit sur la relation entre la classe ouvrière et la classe capitaliste. Donc, pour rester fort sur le marché international, il y a nécessité de faire appel à des nouvelles technologies. Donc, ces nouvelles technologies, ça coûte énormément d'argent, donc de capitaux. Donc, les moyennes entreprises ne peuvent pas accéder à cette nouvelle technologie. Donc, pour qu'ils puissent garder leur place, donc ils font appel à cette centralisation pour qu'ils puissent avoir uni. En se lissant, ils vont
pouvoir donc s'équiper en ces nouvelles technologies pour devenir performants, compétitifs sur le plan international. La deuxième raison principale de ce phénomène de centralisation, c'est l'apparition des crises économiques qui ont poussé les PME, les petites et moyennes entreprises, à se regrouper pour affronter la crise. Ça, c'est un comportement tout à fait naturel. En moment de crise, donc les institutions, les organisations économiques, les entreprises, généralement, soit elles cherchent donc à s'unir pour affronter les conditions, et parfois, les États interviennent aussi pour venir au secours de ces entreprises en adoptant quoi? En adoptant la politique de protectionnisme. تبني السياسات الحمائية لحماية المنتوجات والشركات الوطنية من المنافسة الأجنبية. دونك التمركز كما أشرنا سابقا فالتمركز يعني عملية انصهار ابتلاع عدة مقاولات لتصبح المقاولة واحدة وأكبر حجما وأكبر قدرة على التنافسية. فظاهرة التركز والتمركز ولدت في العشرينات في العشريات الأخيرة les deux derniers décennies ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر عفوا ولدت في العشريات الأخيرة للقرن التاسع عشر لسببين رئيسيين. أولا الرغبة في إدخال واستعمال التقنيات الجديدة في الإنتاج والتي تتطلب استثمارات ضخمة ليست في متناول الشركات المتوسطة والصغيرة. إذن الحل باش تكون قدرة وإمكانية الاستمرار عند هذه الشركات هو اللجوء إلى التكتل عبر العملية تاع التمركز. السبب الرئيسي الثاني لهذه الظاهرة تاع التمركز في نهاية القرن التاسع عشر هو ظهور الأزمات التي دفعت الشركات الصغرى والمتوسطة للاندماج فيما بينها للصمود أمام هذه الأزمات وأمام انعكاساتها الاقتصادية. أشرت قبل قليل بأن هناك ممارسات تتم بين الشركات فيما بينها عن طريق التكتلات، بعض الأحيان تؤدي إلى طرد العمال للتحكم في المصاريف، لكن هناك في بعض الأحيان تدخل تاع الدول لحماية الاقتصاد ديالها وحماية الوحدات الإنتاجية ديالها وتلجأ إلى تبني السياسات الحمائية donc les politiques de protectionnisme pour protéger à la fois les unités de production et l'économie nationale. إذا كما هو الشأن بالنسبة للمحور الأول، نبدأ من هذا المحور الثاني المرتبط بالتركز والتمركز، يتضمن مجموعة من المصطلحات ومجموعة من التعابير. Donc la concentration تركز، la centralisation تمركز، la fusion الانصهار، l'absorption الابتلاع، la concurrence المنافسة، la compétitivité التنافسية، les crises économiques الأزمات الاقتصادية. Donc l'axe 3, c'est-à-dire la cause historique 3 de l'impérialisme, les crises de surproduction, on le reporte pour la séance prochaine.